Le parc national Manuel Antonio, au Costa Rica, est l'emblème d'une nation. En pleine zone protégée, ses créateurs ont voulu offrir au tourisme des privilèges qu'on jugerait extravagants partout ailleurs dans le monde. Il s'agissait pour eux de mettre des ressources nouvelles au service de la conservation. C'est ainsi qu'ils purent protéger les singes, les ratons laveurs, les coraux, dans un pays où les parcs nationaux occupent une part du territoire inégalée. Au milieu de la forêt, un singe à tête blanche se balade de branche en branche avec une agilité déconcertante. Peut-on mourir d'ennui dans la jungle? Sans doute pas quand on passe son temps à jouer et à taquiner ses congénères. Chaque jour, à une heure précise, des bruits résonnent. Ils provoquent l'envol des oiseaux et arrachent les singes à leur léthargie. Une animation subite met un terme à la tranquillité du parc national. Une nouvelle espèce envahit le territoire des bêtes. Ses représentants sont de drôles de bipèdes un peu balourds. Les boîtes magiques qu'ils tiennent entre leurs mains produisent des explosions de lumière. Ils poussent des cris aigus et stridents. Leur regard transforme en véritables stars sur tapis rouge les capucins éberlués, dont le moindre mouvement suscite leur gloussement admiratif. Pour protéger la faune et la flore, une dizaine de rangers surveillent le parc. José, l'un d'eux, vient d'accomplir son premier jour de travail, et tout ne s'est pas bien passé. Le premier jour où je suis venu, je suis arrivé à 4h30 et je ne savais pas par où entrer ou qui appeler. J'avais honte et je ne me rappelais pas du tout comment était le parc la dernière fois que j'étais venu en tant qu'étudiant. Moi, je pensais que tu étais un volontaire. Après, ils m'ont dit que tu étais un nouveau collègue. Et les premiers jours, tu ne te sentais pas bizarre? Bien sûr, assez. Et maintenant? Le temps passe lentement pour les rangers. Les journées se ressemblent. Il faut ressasser, à l'attention des touristes dissipés, toujours les mêmes consignes. Non, monsieur, il est interdit de fumer à l'intérieur du parc. Rendez-moi service et évitez de fumer ici à l'intérieur, ok? Merci. Je vous demanderai, s'il vous plaît... De ne pas vous asseoir sur la barrière? Oui, elle coûte cher. Je plaisante. Ces limites servent à préserver la forêt. On essaie de maintenir le processus de régénération. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester en deçà des limites. Je compte sur vous. Oui, je peux, mais je vais cramer. Essayez de ne pas laisser votre nourriture sans surveillance, d'accord? Ici, le fardeau des rangers est plus lourd qu'ailleurs. En effet, le parc Manuel Antonio n'est pas un sanctuaire. Il est ouvert pendant la journée à toutes les formes de tourisme. Il est accueillant et donc plus difficile à protéger. De l'autre côté du parc, des pélicans plongent la tête la première dans ce bassin cristallin pour se nourrir de quelques sardines qui nagent à la surface.
Le parc Manuel Antonio est le seul au monde à développer le tourisme aussi délibérément. On peut y pratiquer le parachute ascensionnel, le surf ou le plus exigeant des sports, le bain de soleil. Cheminant entre transat et lotion solaire, une femelle raton laveur et son petit partent en quête de nourriture. Accoutumé à la présence de l'homme, le raton laveur s'adapte. Ce Robin des Bois vole aux riches, le touriste, pour donner aux pauvres, lui-même. Trop occupé à dévorer son butin, le jeune raton n'a pas vu que sa mère s'est éloignée de lui. Il doit la retrouver. Seul dans cette forêt de Sherwood tropicale, il court 1000 dangers. Malgré les avertissements placardés partout, les visiteurs ne peuvent s'empêcher de nourrir les animaux. Ce comportement peut gravement nuire aux capucins, peu habitués à de telles quantités de sucre, et provoquer chez eux de graves maladies. L'équilibre entre l'homme et la nature tient parfois aux fautes qu'on peut commettre pour prix d'une bonne photo. Certains animaux ne se laissent pas tenter par les nourritures venant de l'homme, mais ne refusent pas pour autant leur quart d'heure de gloire. À une dizaine de kilomètres de l'entrée du parc, des gardes-côtes protègent le littoral. Ils partent en mission, armes de poing chargées, lunettes de soleil parées. Ils sont fin prêts pour faire respecter la loi.
Un appel radio a mentionné l'irruption d'un bateau dans des zones protégées où la pêche est illégale. Permis de pêche, le vôtre. Capitaine et celui de vos marins. Correct. Costa Brava. Nom de l'embarcation, Costa Brava. Interdit de se rocher jusque là-bas. Des pierres jusqu'à environ 200 mètres. Les papiers du propriétaire de ce bateau semblent en ordre. Mais les hommes du lieutenant March, le responsable de la mission, restent sur leur garde, le doigt sur la gâchette. Le centre de contrôle a prévenu les soldats que le bateau suspect est situé près de leur position. Le bateau file à vive allure vers la position du présumé hors-la-loi. Le jeune raton laveur n'a toujours pas retrouvé sa mère. Alors qu'il la cherchait, nul ne saura jamais quelle mésaventure lui a coûté une fracture. Il souffre, la faim le torture. Rien ne le destine à survivre. Pourtant, une vieille ruse enseignée par sa mère pourra peut-être l'aider à s'alimenter. Mais le bipède hébété a retrouvé ses esprits. Il comprend la manœuvre du jeune raton et ne se laisse pas faire. Le voleur se retrouve encore en position difficile et quitte les lieux la tête basse. Glenn est un ancien professionnel de surf, installé dans le parc depuis plus de 15 ans. Il donne des cours aux touristes. Le professeur ne veut pas que les visiteurs ignorent la biodiversité qui se développe sous leurs planches. Oui, je sais. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps dans l'eau. Je me suis rendu compte qu'ici, dans les écoles, ils enseignent aux enfants, au plus jeune âge, à ramasser leurs ordures, à maintenir le pays propre, à préserver la nature en plantant des arbres, en nettoyant les plages, les parcs nationaux. 1, 2, 3, ramer. C'est très bien. Debout. Excellent les amis, excellent. Souvenez-vous de bien plier les genoux et de rester aussi bas que possible. Ok, allons dans l'eau les amis. Au-dessous de Glenn et de ses élèves se trouve un monde encore plus peuplé que le parc. Connu pour ses récifs, le parc Manuel Antonio abrite une faune marine éblouissante.
Pour Glenn, le parc est un sanctuaire qu'il faut protéger. Chaque sortie en mer offre une occasion supplémentaire de sensibiliser les touristes à la protection des eaux. À plusieurs kilomètres de là, le fleuve Tarcoles détient un record national, celui du plus grand nombre de crocodiles au mètre carré. Ils sont plus d'1 millier qui vivent dans le cours d'eau. La mâchoire ouverte, le regard figé, ces crocodiles sont de véritables monstres assoiffés qui terrifient toutes les personnes qui vivent à proximité du lac. Seul Emmanuel, un amoureux des reptiles, les côtoie et les nourrit. Il passe les voir au moins une fois par semaine pour les nourrir de poulets entiers. Le chouchou d'Emmanuel est Selena. Cette femelle de 90 kg a été amputée de la mâchoire supérieure en voulant protéger son petit de l'attaque d'un mâle qui voulait le dévorer. Celui que la population locale a baptisé Ben Laden est à la fois le plus gros et le plus dangereux des crocodiles de la région. C'est lui qui a attaqué le jeune crocodile et arraché la mâchoire de Selena. Seul Emmanuel ose approcher ce terrible prédateur. Les gardes-côtes sont dans l'embarras. Ils n'ont toujours pas localisé la position du bateau illicite. Ils interpellent les navires des alentours pour récupérer des informations. Ils en profitent pour faire de la prévention. Vous êtes arrêté? Vous partez ou vous arrivez? Vous partez ou vous arrivez? Non, on part. Vous allez partir? Ouais. Rien, j'ai fini avec ces vérifications. Ils partent. Les deux bouées qui sont là et la bouée blanche qui est là, ça c'est le périmètre où les embarcations ne peuvent pas mouiller. La mission n'a rien donné. Les gardiens des mers repartent bredouille. Ils passent une dernière fois devant la plage où les visiteurs s'amusent et profitent de leur séjour. Même s'ils n'ont pas localisé le bateau illégal, les hommes sourient et apprécient les saluts que leur offrent les touristes extatiques. C'est une nouvelle journée qui commence pour José. Mal à l'aise et maladroit, il a pris de l'assurance au fil des jours. Il doit vaincre sa timidité pour conseiller les touristes et les éveiller à la beauté du parc. José est semblable au paresseux qui se meut entre les branches. L'animal se déplace lentement, mais il sait où est son but. Il est temps pour les touristes de quitter les lieux et de laisser les occupants du parc reprendre leurs droits.
Vous parlez espagnol? Oui, un peu. Ok, bon, c'est l'heure de fermer. On est en train de faire sortir tout le monde du parc. Volvemos, ¿no vamos hasta el final? ¿O vamos por el sendero? No. Claro, ese pito es un éxito. Hola. Bonjour mademoiselle, on ferme. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ramasser vos affaires et sortir? Parce que le parc doit fermer. Parfait. Merci. Mais où est le sentier? Vous allez par là, 200 mètres jusqu'à la station de bus. Le calme revenu permet aux capucins de reprendre leur activité favorite, la sieste. C'est la fin du tapis rouge, des passe-droits et des cris d'admirateurs. Les capucins ferment les yeux et profitent du silence. José parcourra longtemps ce parc où il n'est pas si facile de concilier les exigences du tourisme avec celles de la conservation. Les gardes-côtes continuent de préserver de toute agression un littoral si précieux. Le petit raton laveur n'a toujours pas retrouvé sa mère, mais lutte envers et contre tout dans cette jungle qui n'a pas étouffé son instinct de survie. Sous la vague où surfe Glenn prospère la vie marine. Le jeune homme représente une nouvelle génération de surfeurs, alliés de la mer et résolus à combattre pour elle. Les Capucins acceptent de partager leur espace avec les Homo sapiens. C'est le choix qu'a fait ici le Costa Rica. Ne pas séparer la nature et les hommes, mais les laisser s'interpénétrer dans une harmonie qu'on croyait perdue et que le parc national de Manuel Antonio tente de réinventer. Le Costa Rica détient le record du plus grand nombre de parcs nationaux au monde. Palo Verde, au nord du pays, est l'un des plus sauvages. Il s'étend sur un peu moins de 10 000 hectares. Quand l'homme comprit qu'il ne pourrait vivre sans la nature, il passa un contrat avec les animaux. Il protégerait les coatis, les singes au sein de ces paradis qu'on appellerait parcs nationaux. En échange, les animaux laisseraient les humains libres de venir les admirer. Les Capucins à tête blanche sont la mascotte du parc de Palo Verde. Ils sont plus de 500 à vivre dans ce sanctuaire qui leur est réservé. Sans interférence avec les humains, les singes vivent en liberté et se déplacent de branche en branche avec une facilité déconcertante.
La jungle est devenue un véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour cette meute composée d'une dizaine de membres. Les prédateurs sont peu nombreux. Les capucins n'ont qu'à se baisser pour trouver de la nourriture. Rien de plus facile en cette saison où les mangues mûres et juteuses tombent des arbres. Les singes profitent de la vie au cœur de ce paradis terrestre. Comme ce jeune singe qui jouit de l'attention toute particulière que lui porte sa maman. En véritable mère poule, celle-ci lui retire quelques puces du pelage et lui fait une toilette en douceur, ponctuée de câlins et de papouilles. Cependant, arrivé à un certain âge, les singes à tête blanche doivent se débrouiller seuls. L'enfant doit évoluer loin de la meute pour qu'il apprenne par lui-même les dangers et les obstacles que la nature pourra lui mettre sur la route. Cette rupture est difficile pour les parents qui doivent couper le cordon et laisser leur enfant partir loin du foyer. Pour ce jeune capucin, la jungle paraît bien effrayante, loin de sa famille. Il doit affronter seul sa destinée. À quelques kilomètres de là, une jeune biologiste lutte pour la préservation du lac. Arrivée il y a 6 mois, Catalina termine ses recherches sur l'assèchement du plus grand lac de Palo Verde. Une mission capitale pour la sauvegarde des oiseaux du parc. La chercheuse déplace dans des bacs de plastique des plantes provenant du lac. Verse de l'eau venant du lac jusqu'à une marque prédéterminée à l'intérieur du bac. Et attend jusqu'à l'évaporation totale de l'eau. Avec le réchauffement climatique, le niveau de l'eau du lac de Palo Verde baisse d'année en année. Les nombreuses espèces d'oiseaux habitués à venir sur le lac pour se nourrir, se nicher et se reproduire sont contraints de le déserter. Pour aider Catalina dans cette tâche harassante, des chercheurs et des birdwatchers, des ornithologues amateurs, partent en mer une fois par semaine pour compter les espèces d'oiseaux qui nichent aux abords du parc. Ah, okay. Cuatro wimblers.
Correcto. Sí. Claro. ¿Qué hay, Javirú? ¿En serio? Ces hommes vivent pour leur passion. Et lorsqu'ils trouvent cet oiseau rare, un hélénie à ventre jaune qu'ils n'ont pas observé depuis plus d'1 an, c'est pour eux une sorte de triomphe. Un détour sur l'île de Bird leur permet de contempler la plus grande colonie de bihoreaux gris du monde. Le bihoreau est une sorte de petit héron. Le coati est un petit mammifère qui peuple les forêts de Palo Verde. Un jeune mâle va être exclu de son groupe, probablement à cause d'une querelle lors de l'accouplement avec la femelle. Il se retrouve seul, loin de sa bande. À Palo Verde, la saison sèche a commencé plus tôt que prévu. La fumée obscurcit le ciel et les flammes dévorent la forêt. Pris de court, les combattants du feu tentent de contenir l'incendie à l'aide de tracteurs et de machettes. Le travail se révèle impossible. Les foyers sont trop nombreux, le périmètre trop grand. Les hommes ne peuvent que le constater. Le brasier engloutit la forêt. Le petit singe à tête blanche, laissé par ses parents quelques jours plus tôt, se déplace de branche en branche avec assurance. Il est désormais autonome.
et se nourrissent seuls dans la jungle. À quelques lianes de là, ses parents attendent calmement son retour. Le petit se soucie peu du temps qui passe et se goinfre de mangue délaissé par des coatis rassasiés. Au quartier général, les rangers rient et profitent d'un instant de repos. Les femmes, la politique, tous les sujets de discussion sont bons à prendre pour oublier une journée passée à combattre le feu. La pause s'achève. Il faut repartir pour une ronde de nuit où l'on traquera les braconniers qui pourraient se dissimuler dans le parc. Appliquer la loi, c'est difficile. Il faut toujours faire le bien. Dès qu'on arrête quelqu'un, la première vengeance, c'est de mettre le feu au parc et aux aires protégées. Ils pensent que c'est contre nous et ils ont complètement tort. Ça porte préjudice à tout le monde. On est prêt, allons-y. Si vous avez l'impression d'entendre des détonations, criez au feu. Ça peut être des chasseurs. Ça nous donne des indications d'un possible départ de feu. C'est un délit que nous devons prévenir. Ricardo, le chef des Rangers, donne le signal avec sa lampe frontale. L'un des hommes va devoir monter à l'arbre pour inspecter les alentours et détecter d'éventuels feux ou les lueurs des lampes torches qu'utilisent les braconniers. Aucune trace de chasseurs dans le périmètre. Les hommes peuvent aller se reposer après cette longue journée passée à protéger le parc. Le coati exclu de son groupe se réveille péniblement après une nuit mouvementée. Privé de la solidarité du groupe face aux prédateurs, il a dormi en haut du plus grand arbre de la forêt, l'œil toujours ouvert. Le coati doit trouver de la nourriture pour survivre. La tâche n'est pas facile. Il faut explorer le moindre recoin de la forêt.
Sans s'en rendre compte, le coati a pénétré sur le territoire des Capucins. Aussitôt qu'ils l'ont repéré, ces derniers lui envoient un émissaire. Le coati s'éloigne. Il ne peut pas gagner cette bataille. Catalina continue sa mission et prend la température du lac pour ses recherches sur l'évaporation du marais. Les journées se suivent et se ressemblent. La monotonie engourdit l'esprit de la jeune chercheuse. À quelques jours de la fin de son étude, elle accueille un ancien camarade venu prendre de ses nouvelles. La jeune femme en profite pour se plaindre des frustrations liées à son travail. C'est un stage que vous faites? Oui. Ce n'est pas vraiment un stage, c'est plutôt un dernier projet. C'est comme un stage de terrain, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Voici ce que je mesure tous les jours. Sur tous les bacs, on voit une ligne marquée au stylo. Ils l'ont tous. Donc, tous les jours, ce que je fais, c'est mesurer de combien a baissé le niveau de l'eau. Moi, c'est en 1987 que je suis arrivé. Ça existait. Oui, ça existait déjà. Nous sommes arrivés ce week-end, mais ça fait déjà 14 ans que je vis ici. Oui, mais est-ce que tu as vu l'incendie? Ah non, je l'ai pas vu. Tu vois, elle ne l'a pas vu cet incendie. J'ai entendu, je suis arrivé ici à Palo Verde en 87 pour la première fois. L'entrée se faisait par la Bebedère. C'était très compliqué en ce temps-là. Si tu avais une voiture, c'était bien. Sinon, à cheval ou à pied. Oui, j'ai entendu dire que cette maison a plus de 100 ans et qu'elle fait partie du parc. Les Hilton l'ont donnée parce qu'ils ne l'occupaient plus. C'était une zone totalement agricole. Dans certains endroits de la montagne, n'est-ce pas? Si un animal s'échappait, le bétail, les éleveurs devaient l'attraper de toute leur force et ils le ramenaient au troupeau et ils le punissaient dans les enclos. Ils maintenaient le cow-boy près d'un vautour pourri comme punition. C'est pour ça, c'était comme ça avant. Les éleveurs étaient plus aguerris, plus braves. Et on savait que si on perdait un animal, ils étaient punis. Après plusieurs jours passés loin de ses parents, il est temps pour le jeune singe à tête blanche de retrouver les siens. Avec délice, les parents qui reprennent là où en était resté la toilette et les papouilles. Comme toujours, la vie reprend son cours normal. Les animaux de la jungle lézardent au soleil. Puis ils nourrissent leur chair humain, développent leur technique de gratouille et savourent les délicieux mets que la nature leur apporte.
Pour le coati, c'est une autre histoire. Exclu de son groupe, il tente de communiquer avec les siens, mais ne reçoit aucune réponse. Il erre parmi les arbres et les rochers, à la recherche de nourriture, loin de son groupe. Une nouvelle journée commence à Palo Verde. Les capucins à tête blanche, toujours en bande, restent soudés malgré les obstacles que la nature posera sur leur chemin. Ricardo, le chef des rangers, reste à l'affût tout en partageant sa passion pour son parc. Le coati exclu déambule comme un fantôme dans cette forêt qui doit lui paraître bien démesurée. Pour Catalina, la jeune chercheuse, tout va pour le mieux. Pendant quelques jours, elle a retrouvé son énergie auprès des siens. Aujourd'hui, elle revient au parc plus forte que jamais. Cette force ne sera pas de trop pour continuer sa mission, dont dépendent les espèces qui vivent sur l'un des plus beaux parcs du Costa Rica.